Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 9h34. L'armée, on va parler de l'armée, de notre armée dans la grande confrontation. Notre débat du jour jusqu'à 10h, des offres d'emploi pour devenir conducteur de blindés qui se retrouvent sur le site internet de France Travail, des décrets pour pousser les industriels à produire davantage d'armes et plus vite. Notre armée a-t-elle suffisamment d'effectifs et de matériel face aux défis qu'elle affronte? Pour en parler, deux invités ce matin. Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Avec nous également le colonel Philippe Cholloux. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous, spécialiste du maintien de l'ordre. Je voudrais qu'on se concentre tout d'abord dans cette première partie de la question des effectifs. A-t-on suffisamment d'effectifs? C'est vrai que la semaine dernière, on a eu ces annonces sur le site France Travail, des annonces assez surprenantes. Emmanuel Dupuis, celle pour devenir conducteur de blindés, qu'est-ce que ça nous dit exactement de la stratégie de l'armée aujourd'hui pour recruter? Et est-ce que ça signifie également qu'on n'arrive pas à recruter aujourd'hui dans l'armée? Il y a effectivement les deux aspects dans votre question. Le manque d'un certain nombre d'expertise. Donc là, il s'agissait de conducteurs de chars. Et puis évidemment aussi la question budgétaire. On ne peut pas faire comme si cela n'avait pas son importance. On a voté une loi de programmation militaire qui augmente de 40% la manière dont nous allons penser notre défense à l'horizon 2024-2030, mais avec parfois aussi des mauvaises annonces. L'inflation qui va réduire de 30 millions d'euros ce chiffre qui va nous amener vers 413 milliards d'euros que nous allons consacrer d'ici 2030 à notre défense, donc à peu près 44 milliards par an, et nous allons atteindre 70 milliards à l'échéance 2030. Et puis, bien évidemment, une autre configuration, car la loi de programmation militaire, comme sa date l'indique, a été rédigée avant le 24 février 2022. Ce qui, là aussi, nous amène à réfléchir à la manière dont nous nous projetons par rapport aux aléas stratégique, en l'occurrence une guerre qui nous concerne de plus en plus ou qui pourrait nous concerner davantage si on en croit le président de la République, avec possiblement, à défaut d'un investissement en hommes, mais en tout cas un investissement matériel de plus en plus important. C'est-à-dire qu'il faudra monter en gamme. Peut-être quelques chiffres pour que vos auditeurs comprennent bien ce dont nous parlons. Les 43,9 milliards d'euros que nous allons consacrer cette année à la défense, avec un objectif d'atteindre 69 milliards, correspondent à des objectifs. Atteindre 2% du PIB, c'est ça, que nous consacrons à la défense. Nous y sommes parvenus aujourd'hui, alors que théoriquement l'objectif était en 2014. Enfin, avait été fixé en 2014 pour l'objectif 2024. Mais si on prend les choix de restriction budgétaire, de réduction budgétaire. Entre 1990 et 2015, on a ponctionné pour la défense 250 milliards d'euros. On a réduit de moitié l'armée de l'air et de la marine et d'un tiers l'armée de terre. C'est-à-dire qu'on a fait le secteur le plus touché quand on parle de rigueur finalement budgétaire. C'est là où on va piocher en premier. Oui, mais on l'a fait déjà depuis une quinzaine d'années. C'est ça que je veux dire. C'est que si nous n'avions pas fait ces ponctions budgétaires, nous aurions une armée qui serait en capacité de sous-tendre les conflits de haute intensité dont on parle beaucoup. Pour ce qui est du matériel et de l'armement, il va y revenir tout à l'heure. Déjà, colonel Philippe Cholloux, pour vous faire réagir également sur cette offre d'emploi, ces offres d'emploi aussi qu'on a vu circuler donc sur France Travail par les conducteurs de blindés. Est-ce que ça vous a surpris comme méthode finalement ? Non, je crois que cela répond à je pense que l'armée de terre, le recrutement de l'armée de terre fait des essais parce que en fait ils sont confrontés à un triple défi qui est d'abord le défi, le premier, c'est qu'ils sont dans un secteur assez concurrentiel puisque il y a un vivier de gens intéressés par le métier des armes, et ils sont en concurrence avec un renforcement de la police, de la gendarmerie, qui est une armée, mais enfin qui est une force de sécurité, et puis des douanes, voilà, d'autres administrations. Donc c'est un secteur qui, l'air de rien, est assez concurrentiel actuellement, voilà. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien voir qu'il y a en nombre de postulants, on a le nombre, mais sauf qu'on a un problème très qui est vrai dans tous les pays, mais qui est très particulier à la France, c'est qu'on a les gens veulent s'engager pour certaines spécialités. On a des spécialités excédentaires, des spécialités déficitaires. C'est quoi les spécialités déficitaires, par exemple ? En fait, globalement, je parle pour ce que je connais le mieux, parce que j'ai commencé dans l'armée de terre, mais c'est vrai aussi pour les autres armées. Les gens sont attirés par l'opérationnel. Et donc, si, sur 10 personnes qui poussent la porte d'un CIRFA, si vous voulez, pour l'armée de terre,
il y en a 5 qui veulent aller dans l'infanterie, 3 dans la cavalerie, et puis il en reste 2 pour le reste. Voilà. Alors, il y a cette adéquation des moyens et les gens, voilà. Et ça nous amène au troisième défi, qui est celui de la fidélisation, parce que ce sont des métiers durs, exigeants. Et en fait, il faut pouvoir offrir des perspectives de carrière à ces jeunes engagés. On ne reste pas, je dirais, si je reviens à l'infanterie, combattant de l'infanterie pendant des années et des années, parce que c'est usant. Oui. Donc évidemment, il y a des contrats courts, mais c'est toute cette politique d'évolution, voilà. Donc je crois que c'est la triple fidélisation qui est très très importante, voilà. Et puis je sais pas si vous voulez que j'apporte les matériels en complément de ce On y reviendra plus tard sur le matériel en seconde partie justement de ce débat. Oui, pour conclure, colonel Philippe Jolou. Oui, non, c'est vraiment ces 3 défis auxquels et alors les annonces, c'est simplement que il faut diversifier. L'armée de terre est confrontée à ce quoi vous êtes confrontés, à ce quoi se confronter tous les médias, toutes les institutions. C'est comment communiquer avec une opinion publique jeune qui est très mouvante sur ces moyens il est très difficile d'y accéder, de les toucher, voilà. Donc on multiplie en fait tous les vecteurs. Je crois que on l'a vu en termes de sécurité, notamment sur la police, qui a beaucoup communiqué, notamment sur les réseaux sociaux également, puisque vous parlez justement de ces jeunes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Emmanuel Dupuis, vous vouliez réagir à ce en disant que la France n'est pas la seule concernée. Il y avait eu des annonces médiatiques en Grande-Bretagne où ils étaient en carence de commandants de bateaux. Ça peut paraître étonnant. Donc ils recrutent aussi de plus en plus. Et un cas d'école en Espagne, on va recruter des commandants de bateaux, donc de navires de guerre, qui ne sont pas forcément de nationalité espagnole. Ça veut dire qu'il y a effectivement une sorte d'hypertrophie sur certains métiers et une carence sur d'autres. Il faut quand même rappeler aussi que la plupart des engagements militaires, je crois qu'on est à peu près à 10-12 000 par an, concernent beaucoup des contrats courts. Donc vous avez beaucoup de gens qui font une carrière dans l'armée, mais qui restent pas plus de 4 ou 5 ans. Donc il y a un renouvellement générationnel, si j'ose puis. Ce renouvellement, il s'accélère finalement. On reste de moins en moins longtemps dans l'armée, colonel Philippe Jolou. C'est ce qu'on constate ou pas ? Oui, parce que ce sont des métiers exigeants, très exigeants. D'abord, ça correspond à une évolution majeure. Moi, j'appartiens à une génération, on faisait un métier dans une vie. Aujourd'hui, on en fait 3-4, donc ça a évolué. Donc c'est aussi, on est à l'instar de la reste de la société. Et puis, il y a des métiers qui sont très usants. Alors, pour pallier à cette carence, enfin pour colonel Philippe Jolou, on a un petit souci, on ne vous entend plus. On va essayer de vous récupérer. En attendant, Emmanuel Dupuis, autre question aussi, c'est parce que justement en lien avec ces recrutements, avec ces annonces, c'est vrai qu'on a des fausses informations qui se sont développées, savoir, on recrute davantage, on recrute pour des conducteurs de blindés. Pourquoi ? Pour les envoyer en Ukraine. Tout ça, ça fait écho à ce que disait Emmanuel Macron, qui n'exclut pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine. C'est important aussi de préciser pourquoi recrute-t-on ces conducteurs de blindés et de préciser aussi que là, l'idée, forcément, faut préciser, c'est pas pour aller en Ukraine, quoi, très clairement. Non, c'est pas pour aller en Ukraine. Néanmoins, cela concerne quand même l'arme blindée cavalerie, puisque nous avons livré beaucoup de matériel. On est à 250 véhicules de l'avant blindé, on est à 38 AMX-30 roues canon, donc les chars légers dotés d'un canon et utilisant des munitions de 105 mm. Donc par contre, ce qui est important, c'est qu'au moment où il y a eu ces annonces de recrutement, le ministre de la Défense a évoqué quelque chose de beaucoup plus concret. La volonté d'un certain nombre d'industriels français de créer sur place, en Ukraine, des unités de production pour réparer les nombreux matériels qui ont été abîmés, parfois détruits dans ce conflit. Donc là, oui, c'est une réalité. Il y aura sans doute notamment de l'entreprise KNDS, qui regroupe le français Nexter et l'allemand Krauss Maffei Wegmann, ceux qui produisent le char Leclerc, le véhicule d'avant blindé que j'ai évoqué, ou la MX-10, et les César. Nous en avons 30. Le président de la République et le ministre de la Défense ont évoqué 78 à venir. Donc là, oui, il y aura une montée en puissance de la capacité industrielle française à continuer à livrer en nombre, en volume, et donc et avec du personnel sur place pour gérer tout ça. Vraisemblablement, si j'ai bien compris ce qu'a dit le ministre de la Défense hier dans un interview dans un journal hebdomadaire. La Tribune, avec effectivement, vous parlez des véhicules de l'avant blindé, on aura l'occasion d'y revenir, mais l'idée aussi c'est d'en envoyer justement des
ceux qui ont un certain nombre d'années, des anciens qu'on n'utilise plus ou qu'on pourrait ne plus utiliser, on les enverrait en Ukraine. C'est l'idée qu'il a développée. Colonel Philippe Cholou, on vous a retrouvé, on vous a récupéré. Merci. Justement sur ce que disait Emmanuel Dupuis, oui, c'est vrai qu'un certain nombre de militaires, alors qui vont être engagés, notamment, voilà, on en aura sur place potentiellement en Ukraine pour ce qui est de la maintenance, c'est ça, notamment. La maintenance, la formation, voilà. Alors après, je suis pas dans le cercle décisionnel premier niveau. Je crois que on recrute des pilotes de blindés. Effectivement, c'est pas pour aller en Ukraine. Cela étant, c'est pas exclure. Un militaire est un militaire, il est fait pour aller au combat. Et donc, mais là, je pense qu'il y a un aspect plutôt formation, puisqu'on livre des parcs anciens. Chaque parc conduit, évidemment, il faut pouvoir former les pilotes, il faut pouvoir accompagner. Et sur la maintenance de premier échelon, c'est-à-dire la maintenance, puisqu'un véhicule blindé, c'est assez lourd. Ouais. Donc tous les matins, vous faites les niveaux. Enfin, il y a une maintenance du premier échelon qui est importante. Donc il y a toute une formation. Et puis dernièrement, dernièrement, je veux dire, un blindé, c'est pas un coffre-fort sur roulette comme les gens qui n'ont pas fait de blindé pensent. C'est une manœuvre. Un pilote, c'est pas simplement conduire, c'est une manœuvre, c'est une manière de se poster, c'est une manière d'évoluer en groupe, c'est une manière de se flangarder, c'est beaucoup de choses. Voilà. Un blindé n'évolue pas seul, il évolue avec l'infanterie. Voilà. Donc c'est vraiment un métier. Et il faut former évidemment, s'assurer que les pilotes, d'autant que les véhicules de l'avant blindé, qui est un véhicule blindé mais de combat d'infanterie, est un véhicule ancien avec une mobilité qui est perfectible, voilà, donc qui nécessite beaucoup de savoir-faire en termes de conduite, voilà, et puis aussi en termes de gérer tactique, parce que c'est un véhicule qui a un blindage qui est bon, voilà, mais qui reste relativement léger, donc voilà, ça nécessite beaucoup de savoir-faire. C'est un très bon véhicule, voilà, mais qui doit être très très bien piloté. On va poser la question dans quelques instants du matériel qu'on a ou pas, de la question de l'économie de guerre prônée par Emmanuel Macron, où on en est. On va voir ça dans quelques instants. Des décrets qui sont passés aussi pour mettre la pression sur les industriels, pour accélérer justement la production d'armement. Juste pour conclure sur le sujet des effectifs, colonel Philippe Cholou, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de militaires qui manquent aujourd'hui dans l'armée française? Alors, moi, j'ai pas de chiffres à proprement parler. Je sais qu'il y a un trou à l'emploi. Il y a un trou à l'emploi parce que qui est important, voilà, et notamment dans certaines spécialités qui sont dites déficitaires. Voilà. Donc vous nous avez on a parlé... du mal à renouveler. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a là où on a été coupé, c'est que l'armée de terre a ouvert le droit aux personnes qui ont quitté les armées dans un délai court de se réengager, de revenir. Voilà. Autrefois, une fois qu'on quittait, on quittait. Maintenant, on peut revenir. Voilà. Il y a toute une articulation aussi avec les réserves. Maintenant, on envoie des gens des réserves en opération extérieure, ce qui à mon époque était impensable quand j'étais dans l'armée de terre. Voilà. Oui. Donc il y a un certain nombre de solutions. Le trou à l'emploi est réel, d'autant que vous savez que d'un point de vue budgétaire, quand on recrute quelqu'un, il faut qu'il y ait les finances derrière. Donc on le recrute, on le met en formation 6 mois, il est déjà compté dans les effectifs. Donc il y a aussi des trous à l'emploi qui sont mécaniques. Quand bien même on a les effectifs, il y a des trous à l'emploi qui sont mécaniques pour des logiques budgétaires bien compréhensibles. Emmanuel Dupuis, pour conclure là-dessus rapidement. Ouais. Je voulais rajouter effectivement le fait qu'il y a sans doute une ambition assez forte, en tout cas politiquement assumée comme telle, d'augmenter le nombre de réservistes. La loi de programmation militaire estime qu'il faille doubler, passer de 25 000 à 40 000. Je rappelle que au moment de la suspension du service national, Jacques Chirac avait parlé de 100 000 réservistes. On en est donc très loin. Donc ça, c'est une question importante. Et puis, il y a évidemment la question du service national universel qui pourrait revenir comme un service national obligatoire. Mais là aussi, la question du coût est importante. Le SNU, c'est 2 milliards par an. Et si on prend un service national avec une classe d'âge de 900 000, de 900 000 jeunes hommes et jeunes femmes qui ont 18 ans, il faut trouver les implantations militaires ou les accueillir. Il y a à peu près 60 de régiments de l'armée de terre. Un régiment, c'est à peu près 1000 hommes. Vous imaginez le nombre de régiments qu'il faudrait créer pour absorber d'une certaine manière. C'est un coût énorme de toute façon, et là-dessus. Ouais. Et puis alors, la question budgétaire, il faut les payer, et puis il faut payer l'encadrement. On est quasiment à 8 à 10 milliards. Emmanuel Dupuis, colonel Philippe Cholou, oui, rapidement alors, parce qu'on va passer à simplement, partie. si je peux me permettre, pour donner un ordre de grandeur, et en complément de ce que vient de dire votre invité, moi, quand je me suis engagé en 1982, il y avait entre 20 et 25 régiments de cavalerie, des régiments de cavalerie qui chacun avait 70 chars. Aujourd'hui, on doit être à une dizaine de régiments de cavalerie, et ce sont des parcs tournants, c'est-à-dire qu'on n'a pas de quoi équiper tout le temps à l'instant T. Donc, au-delà, quand on parle de service militaire,
c'est toute la logique d'équipement matériel. On parle pas de trop monter une troupe de louveteaux. Il faut vraiment des matériels lourds derrière si on veut être crédible. Donc ça va bien au-delà d'une simple, je dirais, mobilisation des ressources humaines qui en soi est déjà un problème. Ouais, Sud Radio 9h49, on revient dans un instant. À tout de suite, vous restez avec nous. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. 9h52 sur Sud Radio ensemble jusqu'à 10h avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, colonel Philippe Cholloux également présent avec nous, spécialiste du maintien de l'ordre pour parler de l'armée, de notre armée. On a parlé des effectifs, j'aimerais qu'on parle pour conclure assez rapidement la question du matériel avec des décrets qui ont été passés vendredi. Le ministre Sébastien Lecornu qui tape du poing sur la table, qui met la pression sur les industriels pour produire davantage et plus rapidement. Colonel Philippe Cholloux, est-ce qu'on a véritablement un souci majeur à ce niveau-là, étant donné qu'on a non seulement le contexte de la guerre en Ukraine, mais n'oublions pas aussi la sécurisation de la mer Rouge également? Oui, alors je crois que de ce point de vue-là, on est dans une situation relativement inédite en termes de réarmement, puisque jusqu'aux années 80-90, on avait une industrie d'armement qui était une industrie publique-privée, je dirais, mais plutôt publique. Tout à l'heure, votre invité a parlé des chars AMX, atelier d'Issy-les-Moulineaux, voilà, le FAMAS, manufacture d'armes de Saint-Étienne. On était sur un armement qui était un armement public. Aujourd'hui, on a complètement basculé pour la première fois dans l'histoire des armées françaises. Depuis la nuit des temps, on a un armement, je veux dire petit calibre, un armement d'infanterie. Je parle des pistolets, des fusils d'assaut qui est d'origine étrangère. Voilà. Donc oui. Alors la question, c'est les décrets, mais on est face au secteur privé, qui est aussi un secteur concurrentiel. Quelle est la marge de manœuvre au final là-dessus? Oui. Absolument. Donc je crois que voilà, la question est peut-être soit de recréer des contrats avec le obligataire, mais de long terme, avec le privé, un peu ce qui s'est fait pour l'énergie à une époque, mais c'est des contrats de long terme, ou des contrats, mais qui évidemment sont onéreux, voilà, pour avoir des privilèges, je dirais, en termes de commandes, des livraisons. Soit penser à recréer, mais de manière très progressive, une partie je dirais d'industrie étatique. Voilà. Cela étant, avec certains, je dirais, prestataires privés, on a quand même des relations qui sont quand même très par exemple Nexter, qui sont quand même très proches. Voilà. Donc on a quand même de bonnes relations. Voilà. Donc la marge de manœuvre et la volonté du ministre est forcément bienvenue. Voilà. On a des marges de manœuvre qui sont restreintes, mais qui sont réelles. Mais je crois qu'il faut penser si on pense réarmement, il faut penser à un modèle peut-être plus équilibré en termes d'intérêt public-privé. À long terme. Emmanuel Dupuis, sur cette question du réarmement et de la pression et des capacités qu'on a, marge de manœuvre vis-à-vis des industriels privés, notamment, justement, Sébastien Lecornu parlait du missilier MBDA. Oui, alors il a tapé du poing sur la table, mais en même temps, il n'a pas joint le geste à la parole, si je puis m'exprimer ainsi, parce que pour avoir des commandes ou pour avoir du matériel, il faut passer commande. Or, pour l'instant, on n'a pas encore passé commande. Donc, on peut se gargariser de mots sur une économie de guerre, mais on n'est pas encore totalement arrivé à cette économie de guerre. En tout cas, on l'a fait verbalement. La loi de programmation militaire précise que nous consacrons 2,3 milliards d'euros par an pour justement l'acquisition de munitions et la capacité de créer du stock en matière de munitions. Donc c'est à peu près 16 milliards d'ici 2030. Maintenant, il faut peut-être accélérer la cadence, car non seulement il faut du stock et du flux, mais le stock arrive avant le flux, mais non seulement pour livrer du matériel, mais pour reconstituer une partie du matériel que nous avons déjà livré à l'Ukraine. Et puis, je rajoute un troisième point. La France est devenue le deuxième exportateur en matière d'armement, derrière les États-Unis. 11%. Devant la Russie. Et devant la Russie, bien sûr. Oui. Donc il y a aussi toute la capacité à accélérer la cadence pour pouvoir aller chercher de nouveaux clients, au-delà de l'Égypte, de l'Inde, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, l'Arabie Saoudite, qui sont nos 5 principaux clients. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute une accélération très forte. Il y a 4500 entreprises en matière de défense, 200 000 personnes qui dépendent donc de la capacité donc d'armement. Mais je crois que le ministre de la Défense est un petit peu désarmé. Ça a été rappelé par mon collègue, le colonel Cholloux, ce sont des entreprises privées. Donc elles ne répondent plus. Nexter n'est plus la JAT, le groupement interarmé. Justement, colonel Philippe Cholloux, est-ce que on peut réquisitionner ou pas quand on parle d'entreprises privées? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est la menace brandie notamment par Sébastien Lecornu. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est possible?
Alors là, j'avoue ma grande incompétence. Je suis un pur opérationnel. Donc sur toutes les questions, je dirais je pense que légalement, effectivement, c'est possible, mais il faut pouvoir le justifier légalement. C'est-à-dire que, or, nous ne sommes pas, à ma connaissance, en guerre. Oui. Donc je vois pas très bien la manière dont on pourra le faire légalement, mais j'avoue mes limites sur ce sujet. Emmanuel Dupuis. Légalement, si nous sommes en guerre, c'est l'article 35 qui va s'appliquer. Donc si nous sommes en économie de guerre, c'est pour sous-tendre une guerre. Donc il y a une déclaration de guerre. Or nous ne sommes pas en guerre. Donc c'est très difficile de faire ces réquisitions, juridiquement parlant. Est-ce qu'on est en quelques mots rapidement chacun, est-ce qu'on est aujourd'hui en passe d'aller vers une économie de guerre ou pas ? Ce qui était annoncé par Emmanuel Macron. Rapidement, Emmanuel Dupuis, en quelques mots. Ce sont des mots. Pour moi, ce sont des mots. Ce sont des mots. Oui, parce qu'un certain nombre de pays nous donnent la règle à suivre. Par exemple, en Allemagne. Là, en Allemagne, il y a une commande qui a été passée. Il y a de cela 1 an, le ministère de la Bundeswehr a passé commande à raison donc de 1,2 milliard à l'horizon 2029 pour 700 000 obus. Donc c'est précis. Pour l'instant, la France n'est pas encore en capacité d'avoir cette détermination. Colonel Philippe Cholloux, est-ce qu'on en est encore à l'étape des mots ? Moi, je pense qu'avec 5% de déficit, c'est compliqué. La France, elle est caisse vide, l'Allemagne, elle est caisse pleine. Donc, je crois qu'il y a vraiment une question de choix et de programmation militaire. Je pense qu'un réarmement, c'est sur le long terme. Voilà. Et après, ça mène à des arbitrages qui sont au plus haut niveau de l'État et qui ne nous appartiennent pas. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que si d'aventure la situation se dégrade, on y sera conduit d'une manière ou d'une autre. Colonel Philippe Cholloux, spécialiste du maintien de l'ordre, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Grand merci également à vous. Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Sud Radio, il est 9h58. Je vous souhaite une très belle journée. Dans quelques instants, c'est le meilleur de Sud Radio Média. Gilles Ganzmann, Valérie Expert. Très bonne journée à tous. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin dans le Grand Matin de Sud Radio.